Bien, je voudrais évidemment commencer par un mot de remerciement et aussi d'excuses, de remerciement pour l'invitation à ce magnifique colloque. Merci à Antoine Compagnon et à Céline Surprenant. Et un mot d'excuse pour ne pas avoir pu assister, non seulement ce matin, comme je le savais, mais même en début d'après-midi et même encore hier à ce colloque. Donc je suis vraiment dans la position de celui qui n'aura que lui-même à écouter, comme dit Bruno Carcinti, et je le regrette beaucoup parce que c'est un colloque à mes yeux très important et auquel je suis très... Comment ? C'était une blague de Bruno Carcinti. J'aurais vraiment aimé, mais je pense qu'on va pouvoir rattraper... je pourrais rattraper mon retard. J'aurais vraiment pouvoir assister à l'intégralité de cet événement qui marque... à mes yeux, quelque chose de très important. Donc, je voulais vous dire mes excuses qui en même temps, s'accompagnent des remerciements à un autre titre. En effet, je vous dois des excuses sur le fond aussi, puisque mon retard cet après-midi fait que le parallèle Bergson-Freud dont je voulais vous parler, qui aurait dû logiquement, c'est-à-dire chronologiquement, ouvrir une sorte de séquence philosophique au sein de la présence de Freud dans la philosophie du XXe siècle en France, à travers les figures majeures du Collège de France. À cause de mon retard, ce parallèle Bergson-Freud, au lieu d'ouvrir cette séquence avec Merleau-Ponty, Foucault, Mauss, Lévi-Strauss et quelques autres, ce parallèle entre Bergson et Freud vient le clore. Et il est paradoxal que ce parallèle, il semble paradoxal que ce parallèle, cette image dans laquelle, en effet, je voudrais tenter de résumer la relation entre Bergson et Freud, c'est-à-dire une relation constante et presque inséparable, sans aucun contact direct, même d'opposition frontale, cette image du parallèle entre ces deux auteurs strictement contemporains, donc, arrive à la fin de ce parcours historique. Mais en réalité, et c'est par là que je vais commencer, là aussi, ces excuses, je voudrais les compléter par des remerciements, parce qu'il n'est pas du tout sûr, et c'est le premier point dont je voudrais vous parler dans cet exposé, il n'est pas du tout sûr qu'il ne faille pas voir dans ce décalage quelque chose comme un signe, et même un indice, sur le fond, concernant ce parallèle historique qui nous semble aujourd'hui évident entre Bergson et Freud. Entre Bergson, qui a enseigné ici même, et Freud... bien entendu, qui tout en y étant passé, justement, là aussi c'est l'image du parallèle, ne l'y a jamais croisé. Il n'est pas du tout sûr, en effet, que pour comprendre ce parallèle qui nous paraît évident aujourd'hui, il ne faille pas commencer par comprendre le décalage historique qui nous en sépare. C'est que si ce parallèle entre Bergson et Freud nous paraît évident, rétrospectivement, aujourd'hui, 100 ans après, en gros, et de fait, il a quelque chose d'évident sur lequel je vais revenir. Si ce parallèle nous paraît évident, cela n'a pas été le cas pendant une centaine d'années. Cela n'a pas été le cas pendant le siècle qui nous en sépare, à travers la réception qu'ont faite de Freud et de Bergson les auteurs dont vous avez parlé avant que je prenne la parole. Et c'est le premier point que je voudrais exposer, expliquer, qui est d'un point de vue historique tout à fait central. C'est que pour les générations dont il a été question dans les exposés qui m'ont précédé, et du coup, ça n'est pas si paradoxal que j'arrive après, que cette question dont je vais parler arrive après, pour la génération de Merleau-Ponty, c'est-à-dire aussi de Sartre, de Lacan, de Ricoeur, pour la génération de Lévi-Strauss, puis Foucault, pour ces générations, il n'y avait pas de parallèle entre Bergson et Freud. Tout au contraire, la réception de Freud, pourtant contemporain de Bergson, la réception de Freud dans la philosophie française des années 30, à partir de la fin des années 30 et jusqu'aux années 60, 70, la réception de la philosophie de la pensée de Freud, la découverte de Freud, faudrait-il dire plutôt, est l'un des éléments qui a permis la rupture avec Bergson. Bien loin de présenter... de concevoir, de percevoir Freud et Bergson comme des contemporains, deux générations de philosophes en France ont perçu au contraire la pensée de Freud, la réception de la pensée de Freud comme le moyen d'opérer une rupture avec la philosophie de Bergson et
de concevoir une nouvelle pensée sous le signe des philosophies de l'existence et du langage, voire de la structure, contre la philosophie dont Bergson était le symbole. À la suite des premiers livres de philosophie commentant la pensée de Freud en France, notamment celui de Georges Politzer à la fin des années 20, la critique des fondements de la psychologie, toute une génération, en effet, a vu dans la psychanalyse une conception de l'esprit humain qui s'arrache à la biologie et à la vie pour la replacer, pour replacer l'expérience humaine, l'expérience de l'esprit humain sur le terrain du sens et bientôt de l'existence. L'inconscient freudien, selon cette lecture, l'inconscient freudien, selon cette lecture initiée par Georges Politzer, et que toute une génération de philosophes allait reprendre, de Merleau-Ponty jusqu'à Ricoeur, en passant par Lacan et Sartre, l'inconscient freudien, non seulement n'avait rien à voir avec le vivant, avec la biologie, mais était ce qui allait nous permettre de nous délivrer de la biologie et de la vie. L'inconscient, dans le concept de l'inconscient, dans ce livre fondamental intitulé « Critique des fondements de la psychologie », Georges Politzer invitait à distinguer deux aspects fondamentaux, l'un qu'il fallait garder et l'autre qu'il fallait absolument rejeter. Ce qu'il fallait rejeter de l'inconscient, c'était une conception réaliste, chosiste, à la troisième personne, ancrant la psychologie et la psychanalyse dans une biologie pour qui la psychologie humaine fait partie du monde physique, du monde comme les autres réalités, alors que l'expérience psychologique concrète, selon le mot de Politzer, est une expérience vécue à la première personne, qui ne se découvre que dans un sens global, un récit faisant sens, et dont la partie inconsciente doit émerger à travers l'interprétation d'un discours et non pas le retour à une chose cachée derrière ce discours. Et donc, d'une manière très rigoureuse, Georges Politzer, dans ce livre de la fin des années 20, faisait le partage dans la psychanalyse entre une partie périmée, selon lui, cette partie qui relevait de la biologie, de l'inconscient conçu comme chose, et cette partie, au contraire, ouverte sur l'avenir, qui décrit l'expérience psychologique concrète comme l'expérience d'un sujet à la première personne, se découvrant dans un langage qui lui découvre aussi une partie de lui-même qu'il ne connaît pas, mais qu'il ne peut découvrir qu'à travers l'interprétation d'un discours et non pas l'explication par une force ou par une chose. Et finalement, il faut débarrasser Freud de ce qui le rattache encore, anecdotiquement pour Politzer et pour toute la génération qui suivra, délivrer Freud, au fond, de tout ce qui le rattache encore à la tradition dans laquelle Bergson, pour sa part, serait complètement pris, cette tradition d'une philosophie de la vie, voire d'un vitalisme qui réduit la conscience à une force et l'inconscient à une autre force, et qui ne comprend pas le passage réel du monde des choses, du monde des forces, au monde de la subjectivité et de l'existence, qui est un monde à la première personne, dont la vie n'est pas une chose mais une signification, à chaque fois individuelle et unique, ce qui advient à un tel de sa naissance jusqu'à sa mort, et non pas ce qui le rattache à l'ensemble des êtres vivants en général. L'explication d'un rêve ou d'un phénomène individuel quel qu'il soit, n'étant pas à chercher dans des forces générales, mais dans des événements singuliers dont la psychanalyse nous permettrait de découvrir le lien caché qui les attache. Par exemple, effectivement, une scène d'enfance et un rêve actuel, mais non pas perçu à travers une grille causale, mais à travers un sens individuel. Qu'il s'agisse de Lacan, dès ses premiers livres, et bien plus tard, de façon plus radicale encore, dans une psychanalyse coupée d'une médecine vitaliste et rattachée à une interprétation du langage, mais qu'il s'agisse aussi de la psychanalyse existentielle, la dernière partie de L'être et le néant, où Sartre reproduit et prolonge la critique politzérienne de l'inconscient biologique, pensant même une psychanalyse sans l'inconscient, mais pensée à travers le retour à une liberté comme sens caché d'une existence, à un projet et non pas à un déterminisme, ou de Ricoeur et de Merleau-Ponty, qui tous, à des titres divers, repartent de cette interprétation. C'est donc bien une rupture avec Bergson, avec tout ce que Bergson peut représenter,
dont Freud est le nom, dont Freud est le signe, et dont un certain retour à Freud, un certain partage, certes, dans l'œuvre de Freud, mais un certain recours à Freud doit être le moyen. Il y a donc là un paradoxe historique très, très profond, puisque deux contemporains stricts, Bergson et Freud, dont le parallèle, pour reprendre mon image, va s'imposer néanmoins à nous aujourd'hui, un parallèle qui fait que l'un, ils sont nés à 3 ans de distance, morts aussi à 3 ans de distance, que leurs œuvres ont suivi un cours absolument symétrique ou plutôt parallèle. Ces deux contemporains se trouvent historiquement dissociés dans la réception qui en est faite en France. Bien loin d'être perçus comme des contemporains, ils sont perçus à travers une rupture, et il faut dépasser cette rupture pour les retrouver aujourd'hui comme des contemporains, ce qui va être en un sens l'objet de mon rapide propos. Juste à titre d'anecdote complémentaire, on pourrait dire qu'il en est de même pour Bergson et Husserl. Bergson et Husserl, le fondateur de la phénoménologie, sont eux aussi de stricts contemporains. Leurs problèmes philosophiques sont strictement parallèles, avec là aussi une absence de contact direct qui justifie doublement l'image de la parallèle, une courbe parfaitement symétrique et en même temps une absence de contact qui fait partie de la définition même du rapport entre ces auteurs. Mais là aussi, la réception de la pensée de Husserl, la réception de la phénoménologie, bien loin d'avoir été faite en parallèle, en France au moins, avec l'héritage de Bergson, a été plutôt l'un des instruments aussi de la rupture. Et donc le parallèle entre Bergson et Freud, de même, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui, qu'entre Bergson et Husserl, est plutôt un parallèle caché, un parallèle masqué par l'histoire, qu'un parallèle évident depuis toujours et historiquement donné comme une sorte de fait incontestable. C'est seulement aujourd'hui qu'il faut y revenir, et y revenir comme à une évidence historique, ce que je ferai maintenant dans le deuxième temps de cet exposé. Mais avant de venir à ce deuxième temps, je voudrais souligner un point qui me paraît très important et qui va en fait m'orienter vers le troisième moment de cet exposé. C'est que ce décalage historique n'est pas... je ne vais pas chercher seulement à le dépasser, comme si on pouvait... Et c'est pourquoi aussi je suis heureux de parler après ceux qui ont pu parler de Merleau-Ponty, Foucault, Lévi-Strauss et les autres. Ce décalage historique ne nous a pas seulement éloignés du parallèle entre Bergson et Freud, comme parallèle historiquement fondamental, définissant une époque, comme le parallèle Bergson-Husserl, ou d'ailleurs le parallèle aussi, on pourrait dire, avec certains écrivains et certains savants, comme Proust ou Poincaré. Il ne nous en a pas seulement éloignés, il nous en donne peut-être aussi la clé. Et finalement, ce que nous apprend ce petit détour historique par lequel je voulais commencer, ce sera peut-être, au fond, une autre lecture du rapport profond entre Bergson et Freud, rapport profond entre Bergson et Freud dont j'essaierai en conclusion de montrer en quoi il rejoint les problèmes contemporains de l'esprit aujourd'hui, de la philosophie de la vie et de l'esprit aujourd'hui, d'une manière paradoxale peut-être, mais néanmoins nécessaire. Au fond, ce que j'essaierai de montrer, pour le dire tout de suite, c'est que cette rupture historique qui s'est produite en France dans les années 30 nous apprend, nous oblige à faire, ça n'est pas seulement un retour à un parallèle historique factuel, mais c'est aussi un examen sur le problème philosophique qui a motivé cette rupture elle-même. Était-il légitime de couper le sens de la vie humaine de sa nature biologique et vitale? Était-il légitime de couper les deux aspects de la psychanalyse l'un de l'autre, de couper la psychanalyse comme recherche des significations et la psychanalyse comme revendication au moins d'un rapport avec la vie et les soubassements les plus matériels de cette vie? Était-il légitime d'opérer cette coupure qui a quand même coupé les philosophies de l'existence de la question de la vie et du cerveau en particulier? Et était-il légitime aussi de considérer que, de même que la question de la vie serait absente chez Freud, serait en tout cas écartée chez Freud, la question du sens serait absente chez Bergson. Au fond, le problème que je voudrais poser dans le dernier temps de cet exposé, ce sera de comprendre comment, aujourd'hui, 100 ans après ces ruptures historiques, qui ont eu des effets majeurs, nous pouvons retrouver chez Freud et chez Bergson à la fois la vie et le sens,
et dans ce rapport entre la vie et la signification, en tirer des leçons, y compris peut-être sur le rapport entre neurologie et psychologie, en tirer des leçons pour notre pensée contemporaine. Si nous revenons aujourd'hui à ce parallèle, 100 ans après, ça n'est pas seulement pour le retrouver factuellement comme une évidence historique masquée, mais aussi pour le retrouver théoriquement comme un problème philosophique central. Et au fond, c'est ça l'horizon pour moi le plus important de cet exposé, c'est de comprendre comment dépasser la rupture avec Bergson au nom de Freud, mais aussi même la rupture entre Bergson et Freud, c'est aussi se replacer au cœur du problème philosophique contemporain, peut-être le plus important. Donc il y a un double retour à effectuer. Et évidemment, avant d'effectuer le deuxième, il faut effectuer le premier, cela paraît logique. Et surtout, avant d'essayer de comprendre le lien entre Bergson et Freud, pour notre pensée aujourd'hui, de donner un autre sens à l'image du parallèle, il faut quand même revenir sur le parallèle historique qui, rétrospectivement, nous apparaît enfin depuis, je dirais, une dizaine d'années environ, depuis qu'on retravaille en profondeur l'étude de ce moment autour de 1900 et que notamment les parallèles entre Bergson et Freud nous apparaissent aujourd'hui très clairement. Il y a quelque chose de saisissant en effet dans ces parallèles et je vais simplement rappeler un certain nombre de faits chronologiques qui nous semblent saisissants rétrospectivement. Et en indiquant d'abord que justement l'enjeu n'est pas de réduire ce parallèle à une succession de problèmes communs, fascinants par leur rencontre constante. Succession de problèmes communs sur presque 40 ans, plus de 40 ans de temps historique, une succession de problèmes communs, sans rencontre effective, et même avec une absence de contact, pas seulement factuelle, mais théorique apparente. Je vais donc prendre ces quelques dates, mais en indiquant que mon but sera justement de dépasser ce premier niveau qui nous frappe aujourd'hui et qu'il faut commencer par rappeler pour être tout à fait clair. Le premier parallèle frappant commence dans les années 1890. Bergson a certes déjà publié un premier livre, sa thèse, l'essai sur les données immédiates de la conscience, en 1889, Husserl ayant publié la sienne un an avant sur le fondement de l'arithmétique. Le parallèle avec Husserl, lui, commence vraiment, même avant les années 1890, deux jeunes auteurs de trentaine d'années publient des thèses au fond très proches, à bien des égards, sur le même problème du nombre, et de l'espace et du temps. Bon. Le premier parallèle avec Freud, lui, commence dans les années 1890. Il commence évidemment avec les premières études de Freud sur le cerveau, sur l'aphasie d'abord en 1891 et l'esquisse d'une psychologie scientifique en 1895, alors que le livre où Bergson se confronte au cerveau, ce livre qui aujourd'hui rencontre des critiques légitimes sur un plan, peut-être moins sur un autre, j'y reviendrai dans un instant, paraît en 1896, comme vous le savez sans doute, sous le titre « Matière et mémoire, essai sur la relation du corps à l'esprit ». Dans ce livre, s'appuyant notamment sur le phénomène des aphasies, pris comme phénomène singulièrement important, Bergson essaye de distinguer deux aspects de l'esprit humain. L'un qui, selon lui, serait entièrement localisable dans le cerveau, l'autre qui ne le serait pas. Mais l'un et l'autre, Bergson et Freud, donc, se confrontent à la neurologie à travers le phénomène de l'aphasie et vont d'ailleurs chacun la quitter, hein, d'où le parallèle apparent. Mais je reviendrai sur l'enjeu profond de ce point commun dans un instant. Ce parallèle nous donne la clé de toute la suite. C'est-à-dire, on a l'impression que les dés sont jetés, puisque l'un et l'autre vont critiquer la neurologie, abandonner la neurologie, la science du cerveau, mais dans deux directions apparemment. Enfin, pas deux directions, mais disons sur deux plans, pour garder mon image de la parallèle, enfin dans deux ordres, radicalement incommunicables. Bergson, semblant quitter la neurologie pour une investigation proprement métaphysique, hein, avec la revendication d'un dualisme métaphysique, la différence qui lui apparaît entre deux types de mémoire ou de fonctionnement de l'esprit pouvant, selon lui, être imputés, permettre de renouveler la distinction du corps et de l'esprit, hein, d'une manière métaphysique. Et Freud, quittant la neurologie, mais
pour la psychologie. Et pour le dire d'un mot, pour la psychologie, pourquoi ? Parce que ce qui lui apparaît dans le cerveau, comme vous le savez, je crois que ce texte a déjà été évoqué dans ce colloque, ce qui apparaît à Freud dans le cerveau, c'est une opposition dynamique entre deux forces opposées, la force de rapport à la vie dans son extériorité, ce qu'il appellera plus tard le principe de réalité, et d'autre part un désir, une force interne qui vise, malgré la réalité, à se décharger, à trouver sa satisfaction, ce qui deviendra plus tard le principe de plaisir. Et donc, Freud se mettra ensuite à étudier cette dualité, non plus dans le cerveau, mais dans les manifestations mentales prises pour elles-mêmes, et donc dans ce qu'on pourrait appeler la psychologie. Et donc on pourrait dire, voilà, les dés en sont jetés, premier élément de rencontre, mais premier même point de départ de ce double sens du terme parallèle, mais en même temps sur des lignes incommunicables, le métaphysicien, le psychologue. Psychologue revendiquant de n'avoir quitté la neurologie sans quitter le matérialisme, bien entendu. Cette ligne de confrontation est évidemment centrale. L'opposition entre Bergson et Freud, de leur vivance, sur le moment, et non pas rétrospectivement pour Merleau-Ponty, Sartre et d'autres, ça n'est pas l'opposition du sens et de la vie, c'est vraiment l'opposition de la métaphysique et de la psychologie. Opposition apparente et irréductible. Le point suivant de confrontation, je vais le mentionner, mais en fait, c'est sur lui que je conclurai, donc c'est celui qui nous concerne peut-être le plus ici, c'est évidemment l'année 1900. En 1900, Freud publie l'interprétation du rêve, comme vous le savez, et Bergson entre dans cette maison, le Collège de France. Donc il se passe quelque chose en 1900, et également, il publie un livre qui paraît secondaire et mineur, Le Rire, essai sur la signification du comique, mais qui, comme vous le savez, est bien entendu un des points de contact concrets avec Freud. Dans son livre de 1905, Le mot d'esprit et sa relation avec l'inconscient, Freud cite et conteste l'interprétation de Bergson, précisément parce que Bergson aurait vu dans le comique, d'abord réduit le rire au comique, c'était d'ailleurs délibéré de la part de Bergson, il ne prétendait pas traiter de tous les aspects qui nous font rire, mais surtout, il n'aurait vu dans le phénomène du rire qu'une fonction biologique et sociale anonyme, en quelque sorte, une sorte de force objective, alors qu'il s'agit aussi d'un principe de plaisir subjectif et de recherche d'une satisfaction réprimée dans le phénomène du mot d'esprit, comme dans le rêve et comme dans les autres manifestations de l'inconscient, selon lui. Ce point de contact sur le rire, ce double, comme vous le savez, ce sont les seuls points de contact effectifs dans les œuvres d'un point de contact sur le rêve. 1 an après la Traumdeutung, Bergson publie sa conférence sur le rêve, où il rajoute une petite note sur Freud et ses disciples, de même qu'il rajoutera dans sa bibliographie du rire, dans une énième édition, une référence au mot d'esprit de Freud, mais sans répondre à Freud, dont il sait pourtant, s'il l'a lu, et c'est pas sûr qu'il l'ait lu, qu'il avait critiqué son explication du comique. Donc, deuxième étape, un certain nombre, disons, de problèmes psychologiques communs. Problèmes psychologiques qui montrent bien que c'est plus compliqué, pas forcément réduire la thèse de Bergson à une métaphysique abstraite, mais problèmes psychologiques qui semblent relever de l'époque, le rire, le rêve, on pourrait en trouver d'autres. Et le troisième qu'il faut absolument citer, malgré tout, sinon quelqu'un comme Élie Düring, que vous connaissez beaucoup et connaître ici, me le reprocherait beaucoup, c'est le problème de ce qu'on appelle le souvenir du présent, c'est l'expression de Freud, le sentiment de Bergson, le sentiment de déjà-vu, qui est l'expression traditionnelle, ou la fausse reconnaissance, d'inquiétante étrangeté, ce phénomène qui fait que nous prenons un événement présent comme ayant déjà eu lieu, et dont, d'une manière très étrange, Bergson et Freud s'occupent au même moment, de façon extrêmement frappante et de façon évidemment différente, mais parallèle. Parallèle, sidérant. Toujours sidérant. Si on continue la progression chronologique, on sera frappé par une rencontre à distance sur la question de la guerre. Cette question de la guerre, d'ailleurs, traitée à retardement et de façon très concrètement parallèle. Bergson est chargé de mission aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Il rencontre le président Wilson. Il est fasciné par le président Wilson. Dans son livre sur les 2 sources de la morale et de la religion, Bergson fera du président Wilson le héros de la morale ouverte, cherchant à l'instituer par la Société des Nations contre la morale close qui, dans le repli national et guerrier, a été au principe de la guerre.
Freud, dans son livre sur le président Wilson et le colonel Bullitt, que Bergson a bien connu, fait au contraire de Wilson un dangereux idéaliste dont les pulsions d'amour ne font que redoubler les dangers guerriers. Et aujourd'hui encore, sans l'interprétation de la politique internationale, du cosmopolitisme et d'une paix mondiale, les deux interprétations s'opposent. Entre l'un qui y voit le signe d'une aspiration prolongeant le christianisme et la morale républicaine vers une paix universelle, et l'autre qui y voit un symptôme de plus d'un refoulement de la réalité guerrière de l'homme que seule la connaissance scientifique et les institutions politiques peuvent brider, nous sommes encore partagés. Au fond, les interprétations bergsoniennes et freudiennes de la politique mondiale sont encore la boussole de notre temps. Dites-moi si vous êtes wilsono-bergsonien ou freudo-réaliste, et vous aurez, voilà, pourrez, dans la politique française, dire d'un tel, il est plutôt freudien ou plutôt bergsonien, sans le savoir, hein, mais de façon très, très réaliste et très concrète. Encore cette opposition entre métaphysique et psychologie. Je vais évidemment un peu vite, mais il y a un point très concret qu'il faudrait, ça fait plusieurs fois que je pense qu'il faut consacrer un travail, leur interprétation du président Wilson, comme dans la psychologie du président Wilson. Évidemment, il faut ajouter encore 2 points de contact dans ce parallèle qui me paraît superficiel, hein, délibérément superficiel, mais si frappant, enfin même encore 3, je dirais. Le parallèle suivant porte apparemment sur la métaphysique. Mais on a tendance à l'écarter. Évidemment, je le prendrai très au sérieux dans la 3e partie de mon exposé. En 1907, Bergson publie un livre qui ne semble plus en contact avec la science, que beaucoup de scientifiques ont pris comme un point de rupture radical avec lui, qui est intitulé « L'évolution créatrice ». Je n'entrerai pas aujourd'hui dans la question de savoir s'il y a encore un lien possible avec la biologie concrète dans ce livre. Le seul point de contact qu'on peut trouver dans l'œuvre de Freud avec la métaphysique bergsonienne de la vie, et dont je dirais quand même qu'il est extrêmement important dans un instant, ce sont les spéculations métaphysiques de Freud sur la vie et la mort, notamment dans ce grand texte de 1920 intitulé « Au-delà du principe de plaisir ». J'essaierai de montrer tout à l'heure que, effectivement, l'opposition entre la vie et la mort, tout simplement, au-delà du principe de plaisir, qui fait que Freud admet non seulement un principe de réalité objective, mais une force intérieure et négative allant vers non seulement le plaisir, mais le déplaisir. Hein, c'est une position plus sombre, parce que la réalité, c'est l'extérieur, mais la pulsion de mort est intérieure au désir. Cette dualité qui l'amène à une spéculation métaphysique saisissante est ce qui le rapproche en profondeur de Bergson. Je citerai encore 2 derniers points de parallèle, l'un philosophique et l'autre biographico-politique, évidemment. L'avant-dernier, c'est évidemment la rencontre du problème de la religion, hein, puisque à la fin des années 20, comme au début des années 30, l'un et l'autre appliquent leur psychologie et leur métaphysique à l'interprétation du phénomène religieux, hein, deux grands textes de Freud, hein, Malaise dans la culture, et notamment, et à la fin d'une illusion, et l'avenir d'une illusion, et Bergson, évidemment, les 2 sources de la morale et de la religion. Là aussi, la rupture semble... Enfin, la rupture, il n'y a même pas rupture, puisqu'il n'y a pas eu contact. La distance, disons, infranchissable, semble à son comble, puisque face à un même diagnostic sur l'existence d'une pulsion de mort ou de guerre, l'un oppose une aspiration mystique, se ressourçant dans le principe de la vie, et l'autre une connaissance scientifique, le travail de la culture, le travail de la science, seul capable de lutter contre cette pulsion destructrice. Le dernier élément, bien entendu, c'est leur fin commune. Leurs parcours biographiques ont été on ne peut plus dissymétriques. Bergson chargé d'honneur, y compris dans cette maison. Grand Croix de la Légion d'honneur, prix Nobel, membre de l'Académie française, et non seulement professeur ici même. Freud ayant eu du mal à atteindre une reconnaissance institutionnelle, mais au seuil et au début de la Seconde Guerre mondiale, ils sont tous les deux ramenés par
par la guerre et par la persécution à une même destitution, on pourrait dire. Freud obligé de quitter Vienne pour s'exiler à Londres, Bergson obligé de refuser le statut d'arien d'honneur et voyant dans le régime de Vichy, au fond, qui est bien embarrassé avec son cas, puisqu'il avait été côtoyer le maréchal Pétain à l'Académie française et que l'un de ses disciples, Jacques Chevalier, était ministre de l'Éducation, étant lui-même confronté, mais confrontant aussi le régime de Vichy à une forme de contradiction serait trop gentil, de culpabilité et de faute historique. Et donc, ce parallèle saisissant, deux savants ayant tous les deux jusqu'au bout une confiance, en tout cas une revendication radicale de vérité scientifique, de recherche scientifique, ont croisé pendant près de 50 ans des problèmes étroitement reliés, avec une divergence apparemment irréductible, l'un quittant le terrain de la science en apparence pour celui de la métaphysique, l'autre ne quittant à ses yeux jamais le terrain de la science, mais prétendant ouvrir à la science un nouveau chemin, celui de la psychanalyse, certes appuyé selon lui sur la même revendication d'objectivité, mais cherchant, comme l'a dit Politzer, finalement avec justesse malgré tout, le sens individuel de l'expérience, et non pas les fondements communs de la vie ou de la psychobiologie. Et traversant l'un et l'autre, les événements politiques majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, les espoirs du XXe siècle. C'est que Freud a triché sur la date de son livre, puisqu'il avait fini en 1899. Les espoirs du début du XXe siècle et les deux ruptures de la Première Guerre mondiale et du début de la Seconde. Un parallèle saisissant qui a sa grandeur et qu'il ne faut pas oublier de rappeler pour lui-même dans ce colloque, à mon avis. Mais je termine en venant au point qui me paraît le plus important en réalité. C'est qu'on aurait tort de s'en tenir à ce parallèle, comme je l'ai dit, comme succession de dates et d'enjeux communs qui dessinent quand même quelque chose comme un paysage qu'on pourrait en partie trouver suffisant pour constituer un moment historique et théorique. En réalité, il faut aller plus loin. À mon avis, le point le plus important consiste non pas dans ce parallèle en surface, mais dans le problème commun qui anime ces deux œuvres et qui font qu'on doit dépasser leur séparation apparente et penser quelque chose de très profondément commun entre leurs parcours, penser le parallèle Bergson-Freud, cette fois-ci, je dirais presque au sens géographique, comme s'il y avait une ligne, cette fois-ci, le parallèle Bergson-Freud, qui serait quelque chose comme une des lignes sur notre map monde à laquelle on peut et on doit revenir aujourd'hui. Quel est leur problème commun, finalement? Et problème commun peut-être à toute cette époque. Ce problème commun, on doit le retrouver, justement, je crois, à partir de l'étude du cerveau dans les années 1890, tel que Freud le mène de manière très explicite, et Bergson d'une manière un peu moins littérale, enfin, quittant en apparence la question du cerveau, même en réalité. Ce problème commun, c'est celui de voir dans la vie biologique, non pas une unité simple, une fonction unique, comme le voyait encore leur maître commun, finalement, Schopenhauer, dont ils sont tous les deux des grands lecteurs, et en France à travers Théodule Ribot, qui a enseigné ici même. Non pas une force unique, mais une double force. La vie étant divisée de l'intérieur, et le sens de la vie individuelle, dans sa version cérébrale comme psychologique, étant lié à ce dédoublement vital qui se traduit dans une expérience psychologique et dans des spéculations métaphysiques. Toute la pensée de Bergson et de Freud, dans leur opposition même, ils ne donnent pas le même sens, surtout à cet autre versant de la vie et de l'esprit humain. Toute la pensée de Bergson et de Freud résulte du fait que la vie ne se réduit pas à une contrainte objective qui refoulerait des choses dans l'oubli ou dans l'inconscient, et qui serait appuyé sur ce que Marcel Gauchet a appelé l'inconscient cérébral uniquement, pour des raisons pragmatiques, mais aussi à une autre force subjective qui se traduit chez Bergson par la temporalité de la vie individuelle et chez Freud par des désirs individuels, cette recherche du plaisir, fondée aussi sur la sexualité, qui est irréductible à simplement la fonction pratique de la survie. Et donc, au fond, c'est ce dédoublement de la vie qui permet de trouver dans la vie
non seulement un fait objectif unique, mais un doublement qui donne sens aux vies individuelles, qui définit des histoires individuelles et une polarité vitale irréductible entre lesquelles ils ont cherché à circuler. Finalement, c'est ce qui expliquerait, je crois, qu'il y a de la métaphysique chez Freud, comme il y a encore de la psychologie chez Bergson. La dualité freudienne ultime, finalement, entre la pulsion de vie et la pulsion de mort. Et peut-être la saisie de l'irréductibilité dans le vivant entre le refus de la mort et la poursuite de la vie, dualité que Freud a le génie, qu'on le veuille ou non, même si c'est faux en un sens, mais en tout cas la force de mettre non pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur du vivant. La mort n'est pas seulement un adversaire externe pour le sujet vivant, mais aussi un adversaire interne. La fatigue de vivre nous obligeant à désirer de mourir, et la vie étant aussi une résistance à cette pulsion interne. La spéculation métaphysique de Freud se situe dans le prolongement de sa polarité, je dirais, critique sur le vivant, qui n'est pas si éloigné que ça d'autres vitalistes critiques, comme, je crois, la pensée de Canguilhem. De même, inversement, le dualisme bergsonien, bien sûr, doit être fondamentalement, je crois, critiqué dans son ambition spiritualiste. Bien sûr, doit être aussi critiqué dans son ambition explicative du vivant, mais dans la traduction psychologique qu'il en donne, qui n'est pas celle de Freud, qui est beaucoup plus proche de celle de Janet, dont vous avez parlé aussi dans ce colloque, dans l'explication de la vie psychique individuelle, comme l'aile aussi déchirée entre la force pragmatique du vital et une vie individuelle qui se traduit par des créations et non pas par des symptômes, par des avancées et non pas par de la souffrance, dans son cas, je crois, fournit la polarité complémentaire de celle de Freud. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ça n'est pas de revenir à la métaphysique de Bergson, je crois vraiment qu'elle est dépassée comme telle, ça n'est pas non plus de revenir, je crois, disons, une sorte de dogmatisme que la psychanalyse à laquelle elle a pu donner le prétexte. Mais ça n'est pas non plus, d'ailleurs, à la coupure d'une psychanalyse purement signifiante, linguistique, structurelle, avec le vivant. C'est plutôt de retrouver dans le vivant, y compris dans le cerveau, une polarité critique entre la vie et la mort, entre la vie en général et la vie individuelle, entre la création et la destruction, le retrouver dans la neurobiologie d'aujourd'hui, dans des sciences cognitives qui ne sont pas coupées de ces enjeux vitaux et mortels, et qui traversent, elles aussi, tous les domaines de la science et de la culture, mais à travers non pas un simple savoir objectif, mais une polarité vitale, qui est aussi une normativité morale et historique à laquelle il nous faut aujourd'hui revenir. C'est pourquoi je dirais que le parallèle Bergson-Freud, ça n'est pas seulement l'image de deux courbes sans contact. Le parallèle Bergson-Freud, c'est aussi vraiment cette ligne historique sur la map monde de notre siècle.